dans le projet qui est le mien, il y a un plan d'investissement agricole de 5 milliards d'euros qui consiste sur la base d'appel à projet à accompagner les agriculteurs qui veulent justement moderniser, transformer leur exploitation. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Analyser le clip qui est en 3 parties. La première partie, c'est le constat. La France va mal. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Deuxième partie, la France a du potentiel. Les gars, on n'est pas si nuls. Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Et troisième partie, votez pour moi. Alors on fait quoi? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. Et le tout se termine sur une vue de Paris au soleil couchant avec la signature d'Emmanuel Macron, voilà. Alors, donc ce mouvement sincère, authentique, en vrai, aussitôt, il avait à peine lancé ce mouvement qu'il a été ramassé à juste titre par une émission du Petit Journal tout à fait remarquable qu'il faut absolument regarder, puisqu'en fait, tout était faux dans ce lancement. C'était non seulement... M. Macron a annoncé qu'il lançait un mouvement sincère, authentique, en vrai, et en fait, tout était faux. Ce qui était faux, c'était d'abord... Il a fait un clip avec des gens qui étaient sur le clip. C'était en fait des photos, des films, des personnages qui avaient été achetés sur des banques d'images aux États-Unis ou en Allemagne. Donc le Petit Journal a fait un petit passage qui vaut vraiment le coup d'être revu. Pour ce clip authentique et vrai, ne me dites pas que tous ces gens qu'on voit dans le clip ne sont pas français. Ah non, ne me le dites pas. Et paf, on me le dit. L'équipe authentique et vraie s'est servie dans plusieurs bases d'images prétextes étrangères. Puis alors dès le début, dès le deuxième plan. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Et paf, dès le deuxième plan, les 3 personnes qui marchent sont autrichiennes. C'est marqué là, Austria, Autriche. Quand on écoute les Français... Déjà, ils parlent déjà allemand. Et puis alors, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le clip, qui est censé parler de nous, de notre pays, de la France, des Français, on a du mal à en trouver des Français dans le clip. Allez hop, c'est parti, voici la France d'Emmanuel Macron. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus. Alors, elle est anglaise, la petite fille qui dessine est texane et le chef de travaux est américain. La suite... Ces 2 jeunes Français qui se baladent dans le 18e arrondissement sont en fait 2 Berlinois qui se baladent devant le mur de Berlin. Ce cliché du jeune de banlieue à capuche est en fait un Américain qui habite à New York et on le retrouve dans un clip de Raga. Quand je vous dis qu'ils y sont tombés en plein dedans. Pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. Effectivement, on ne fera pas la France de demain avec ce prof car il est aux États-Unis et il apparaît même dans une pub américaine. On s'est aperçu aussi qu'ils avaient voulu gommer les preuves qu'il s'agissait d'images étrangères. Regardez cette image dans une école. Si on zoome en haut à droite, dans le clip de Macron, il est marqué « Rentrée 6e ». On a retrouvé l'image. Ça se passe dans une école de Washington aux États-Unis. Et si on zoome, ils ont carrément pris du temps pour photoshopper le panneau. Car sur l'original, c'est écrit en anglais forcément « Be a star ». Et ce qui devait arriver, arriva. On va faire un jeu. Concentrez-vous. Regardez bien cette séquence de Français comme vous, comme moi. Ces Français que veut Macron. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Bien retenu? Et maintenant, voici un clip du candidat américain Bernie Sanders. Provide living wages for working people. Ensure equal pay for women. I'm Bernie Sanders. I approve this message. Vous avez vu? Une même personne qui se retrouve dans un même clip politique aux États-Unis et en France. Après la diffusion de son clip, sincère, authentique et vrai, retour sur scène avec Emmanuel Macron sous les applaudissements des spectateurs qui n'y ont vu que du feu. Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Avec tous ces Américains, si ça réussit pas quand même.
dans ce clip, il y a des phrases assez extraordinaires il faut s'arrêter, hein, parce que évidemment le clip, il est fait par une agence de communication. Ça veut dire au passage qu'il y a beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas d'ailleurs comment M. Macron fait pour avoir de l'argent pour se payer un clip fait par une association professionnelle qui achète au prix fort des images sur des banques d'images. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment il fait non plus pour s'accommoder de ça avec les règles sur les financements des partis politiques. Bon. En attendant, on a appris au passage que ce mouvement politique était localisé plus ou moins à l'Institut Montaigne, qui est un truc ultra-libéral qui est proche des milieux patronaux du MENEF. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le clip, il est dit très exactement ceci. Il faut s'intéresser aux phrases. Il est dit dans le clip, il y a une voix de femme comme ça en off, une voix assez chaude. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge. Il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Mais on entend aussi d'autres choses, que notre pays a les atouts pour réussir, que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour partir de l'avant. Les Français ont un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut rien dire. On va dire aux chômeurs, ben voilà, nous avons la solution au chômage en France, c'est que vous n'attendez que d'être reconnus pour aller de l'avant. Ça vous fait une belle jambe. Et le clip se poursuit en disant « Alors on fait quoi? On se met en marche. On ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. » Alors là, on a affaire, bien alors très très exactement, à la politique aérienne, la pire qui soit, la manipulation de l'opinion, la manipulation des cerveaux. Quand vous voyez ce clip, vous êtes sous une espèce d'hypnose. C'est fait pour. Mais si vous avez comme un précipité, c'est comme quand vous faites passer un café, ben après, qu'est-ce que vous avez dans la tasse? Et là, vous avez vraiment du jus de chaussette. C'est pour ça qu'il veut sans doute commencer par le bas. On a du jus de chaussette parce que ça ne veut rien dire. Écoutez très bien, réécoutez ce clip, vous verrez qu'il n'y a absolument rien dedans. En réalité, M. Macron se moque du monde, et les gens qui sont avec lui, et les gens qui le cornaquent, se moquent éperdument du monde. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même. Il y avait eu un colloque qui s'était tenu il y a quelque temps, ça avait été rapporté par le journal Le Monde, où M. Macron, qui n'est jamais passé par la case élection. Ce monsieur ne s'est jamais présenté devant un seul électeur. M. Macron avait quand même eu le toupet de dire que, je le cite, pour accéder à des postes de responsabilité, il avait dit, et je le cite expressément, « Passer par l'élection est un cursus d'un ancien temps ». C'est un propos très exactement de dictateur. Je me passe de l'élection, je n'ai pas besoin... D'ailleurs, il n'a pas eu besoin d'élection, c'est M. Attali, c'est toute une oligarchie, c'est le MEDEF, qui a sélectionné ce monsieur pour qu'il soit ministre de l'économie, pour qu'il démolisse, pour qu'il ubérise la société française, c'est-à-dire que les chauffeurs de taxi, les avocats, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, toutes les professions libérales, les unes après les autres, il faut avoir des idées neuves, paraît-il, c'est ce qu'il y a dans le clip, toutes vont voir en réalité précariser leur vie, remettre en cause les études qu'ils ont pu faire ou les fonds de commerce qu'ils ont pu racheter. Tout ça pour avoir une jungle où dans la France de demain, si on suit ces gens-là, sera quelque chose d'épouvantable où c'est normal que quand on est jeune, on doit se battre un petit peu pour faire sa place au soleil, on doit faire des études, ou si on ne fait pas d'études, on essaie de s'installer à son compte, c'est normal. Et je suis pour une certaine compétition dans la vie, mais il y a quand même des limites. La loi actuellement dite El Khomri, mais pourquoi elle s'appelle la loi El Khomri? Elle pourrait tout à fait s'appeler la loi Macron, c'est exactement le même programme, c'est le programme de la Commission européenne et des traités européens. La loi Macron-El Khomri, vous avez vu comment les médias systématiquement mettent de côté. Monsieur Macron le protège. Madame El Khomri sert en fait non seulement de lampiste, mais de paratonnerre pour que les peuples français ne se rendent pas compte que c'est le projet Macron qui est derrière la loi El Khomri.
La loi El Khomri, c'est-à-dire la loi Macron, c'est-à-dire le démantèlement de toutes les protections au travail, c'est ça que veulent ces gens-là, c'est-à-dire un monde où, quand vous aurez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, vous n'ayez plus de jamais de contrat à durée indéterminée. Que vous soyez toujours comme l'oiseau sur la branche qui peut être viré du jour au lendemain parce que vous ne rapportez plus assez. Voilà la loi, voilà ce qu'on présente sous l'emballage Macron. D'ailleurs, M. Macron nous a même expliqué, il a eu un autre culot, il a osé dire le libéralisme est une valeur de gauche. Fermez le banc. En fait, c'est une gigantesque escroquerie, cette affaire Macron. D'ailleurs, les sondages disent, voilà, paraît-il que les Français, il y aurait 34% des gens qui sur l'air des lampions, on veut Macron. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il en est des gens qui m'écoutent, mais moi, je parle autour de moi, j'ai des amis, figurez-vous, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des relations professionnelles. Je n'ai jamais vu une seule personne qui me dise, moi, j'en pince pour Macron. Enfin, c'est pas vrai, jamais. Absolument jamais. Quand on va dans la France profonde, les gens savent à peine qui c'est d'ailleurs. Et les gens qui savent qui c'est, en général, poussent des cris d'orfraie en disant que ce type, c'est un type qui n'est absolument pas de gauche. Ça, c'est les gens de gauche qui disent ça. Il y a des gens de droite qui disent, oui, ce type, pourquoi il est à gauche? En fait, il devrait être à droite. Enfin bon, mais tout le monde sait bien que c'est un technocrate qui a été parachuté par la volonté de Jacques Attali et de l'oligarchie et du MEDEF. Et puis c'est tout. Mais personne n'a envie de voter pour ce type-là. D'où sortent les sondages qui nous donnent, je sais pas, 34%. Bientôt, il va faire partie des personnes les plus influentes du monde, selon le magazine Time. Au train où ça va, au train où on les choses, je crois qu'on peut le prévoir. En fait, on a affaire à une subversion totale du sens. Je le signale d'ailleurs parce que, comme disaient les anciens Romains, asinus asinum fricat, c'est-à-dire l'âne frotte l'âne, c'est-à-dire que en fait, ça veut dire les ânes se rassemblent, en fait, qui se ressemblent s'assemblent, on dit en français. Eh bien, figurez-vous que ces jours-ci, on a vu arriver un revenant, un grec, qui s'appelle Monsieur Varoufakis. Vous savez, Monsieur Varoufakis, c'était ce ministre des Finances Syriza qui avait passé un grand nombre d'années d'ailleurs à l'université d'Austin dans le Texas, qui était donc proche des autorités texanes. Paraît-il que c'était un type de la gauche radicale. Vous vous rappelez comment on avait expliqué au peuple d'Europe qu'on allait voir ce qu'on allait voir, Syriza, les gens faisaient semblant d'être transis de peur. Syriza avait été ultra promu dans tous les grands médias. Il y a quelque chose qui est très simple, hein, je l'ai déjà dit 50 fois. Toute personnalité, tout mouvement politique, tout mouvement de foule qui est constamment promu dans les grands médias, à notre époque, on peut être sûr que c'est quelque chose qui sert le système, même si les grands médias disent on a très peur de lui. Plus c'est gros et mieux ça passe. Je suis socialiste. Et je l'assume, et je l'assume, et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. Je vais vous le dire de manière la plus claire possible. Pour ma part, je suis de gauche. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Pourquoi je suis socialiste? Parce que ça, c'est un vrai tabou. Et pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui? Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Nous avons besoin, vous avez besoin de l'Europe. Tous les projets qui vous promettent honnêtement de vous séparer de l'Europe, de vivre hors de l'Europe, vous mentent. L'un explique que la France serait plus grande si elle était plus européenne, l'autre explique que la France serait plus grande si elle était un peu plus allemande. Et les deux sont d'accord pour dire que la France est trop française et que pour conserver sa grandeur dans le monde, il lui faut devenir moins française, ce qui revient à dire que moins il y a de France, plus elle est puissante. Forcément dit comme ça, c'est beaucoup moins crédible. Je pense autrement et je ne m'en excuse pas. Je pense que les Français sont les meilleurs atouts de notre pays et qu'ils n'ont pas à se faire dicter leur conduite par des gens qu'ils n'ont pas élus. Encore une fois, je vous ai dit ce que je pensais de la PAC. Je pense que la PAC est une catastrophe et on nous explique qu'il va falloir se battre pour la suivante face à certains pays membres qui expliquent qu'elle n'a plus lieu d'être. Bon. Autrement dit, on va mettre toutes nos forces pour négocier une solution qui ne marche plus
Et si on mettait toutes nos forces pour créer une politique agricole à l'échelle de notre pays, qui conviendrait vraiment aux besoins de notre pays, est-ce que ce ne serait pas sérieusement beaucoup plus raisonnable? Moi, je ne viens pas vous mentir, si nous n'avons pas la maîtrise de tout cela, si ce n'est pas nous qui décidons, alors vous aurez face à vous des responsables politiques qui disent c'est pas moi, c'est l'Europe. Moi, vous savez très bien que je veux l'Europe des nations et que dans le cadre de cette Europe des nations, je pense que la Russie a sa place. Donc, vous voyez, je ne veux pas une Europe recroquevillée, je veux une grande, précisément, Europe des nations libres et souveraines. Vous les connaissez, ça fait des années qu'ils viennent vous dire c'est pas moi, c'est l'Europe. Mais je vais aller voir, je vais aller défendre vos intérêts, vous inquiétez pas. Et puis ils reviennent en disant on n'a pas réussi. Voilà, on n'a pas réussi, on s'est battu, mais pour finir, c'est l'Union européenne qui a gagné. Donc reprenons, vous savez, Theresa May l'a dit simplement pour le Brexit. Pour le Brexit, elle a dit, nous voulons reprendre la maîtrise des choses. Oui, bonjour, Marine Le Pen, bonjour Tato. Bonjour. Ouais. Question toute simple, est-ce que vous êtes prête à utiliser, comme l'Angleterre, l'article 50 des traités européens pour enlever la France, justement, des traités européens, tout simplement? Monsieur, ce que je ferai, c'est que j'organiserai un référendum. Je dis depuis 4 ans que lorsque je serai à la tête de l'État français, j'organiserai dans les 6 mois un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Je profiterai de ces 6 mois pour aller négocier auprès de l'Union européenne le retour des 4 grandes souverainetés qui n'auraient jamais dû être transférées par nos gouvernants et qui appartiennent au peuple français. Soit l'Union européenne me dit on vous rend vos souverainetés et à ce moment-là on pourra rester dans cette Europe rénovée, soit ils me disent non et je demanderai aux Français par référendum de voter pour la sortie de l'Union européenne. Merci. Et je pense que très rapidement, eh bien, un certain nombre de pays pourraient avec moi peser sur l'Union européenne pour que celle-ci se réforme. Eh bien, si c'est pas le cas, nous en sortirons. Parce que je les vois tous maintenant, plus ou moins, se décrire comme souverainistes, dire qu'il faut changer l'Europe, mettre en place un nouveau Schengen, discours qu'on entend d'ailleurs depuis des années. Tous ces gens oublient de dire aux Français que, en réalité, c'est un mensonge. Parce que, en l'état actuel, la modification substantielle des traités demande l'unanimité des pays membres. Oui, donc ça n'est pas réalisable. Voilà. J'organiserai dans les 6 mois un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Je profiterai de ces 6 mois pour aller négocier auprès de l'Union européenne. En l'état actuel, la modification substantielle des traités demande l'unanimité des pays membres. Article 50, inconnu au bataillon. Personne n'en parlait. J'étais le seul responsable politique à parler de l'article 50 depuis son apparition sur la scène juridique qui date du traité de Lisbonne de 2008-2009. Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si, jamais. Donc l'euro, on sort de l'euro. Oui, je crois qu'il faut que nous retournions à nos monnaies nationales, en accord, avec un plan prévu, réfléchi, planifié avec nos partenaires européens. Que les gens aient un peu de mémoire, parce qu'elle passait à la télévision pour expliquer et défendre Le Pen de 2002. J'ai lu celui qui était pour la retraite à 60 qui disait que la mémoire d'un électeur était de 70 jours. Alors 2002... Non mais il faut pas jouer avec ça. Non, mais moi ça m'agace quand on vient m'expliquer oui, Madame Le Pen aussi comme vous est pour la retraite à 60 ans. En 2010, quand le gouvernement Sarkozy a remis en cause la retraite à 60 ans, il y a eu des grèves dans ce pays et elle nous a injuriés en traitant les grévistes de gréviculteurs, en disant qu'on était des émeutiers. Donc il faut avoir de la mémoire. Et franchement, derrière ce sourire, il faut se méfier. C'est l'extrême droite. Son père était un antisémite. Elle l'a défendu. Elle était sa porte-parole. Elle était sa directrice stratégique de campagne, y compris en 2007. Ne croyez pas cette femme. C'est l'extrême droite et l'histoire du XXe siècle atteste quand ils sont responsabilité du mal qu'ils font au pays. Je le dis avec gravité parce qu'au bout d'un moment, il faut pas jouer avec ça. Émotionnel, donc sans l'émotion, et je crois qu'à l'époque, Jean-Luc avait raison de dire, cette bande de malhonnêtes, vous savez comment ils ont fait fortune en captant l'héritage d'un type à moitié gaga qui s'appelait l'héritier des signes Lambert. Un élu, il fait ce qu'il veut avec ce pognon. On a planté 250 élus qui ont acheté leur maison personnelle avec ça. Qui ont acheté leur maison personnelle. Monsieur Mélenchon, lui-même l'a fait. Parce que Méluche, il me gonfle un petit peu en ce moment. Donc j'ai été fouillé et il est dans mes livres. Méluche l'a fait lui-même. Non mais franchement, elle est en train aujourd'hui de sous-estimer son patrimoine fiscal. Ils n'ont aucune leçon à donner. Rien. Rien. Oui, mais non mais franchement, au bout d'un moment... 30% si vous voulez. Non mais j'entends bien, mais moi je mets pas un signe égal avec les honnêtes gens et les pauvres gens qui votent Front National. J'aime pas qu'on les folklorise d'ailleurs. Moi l'autre jour, j'ai une autre émission, j'aime pas qu'on me prenne pour des cons les gens qui votent FN. Parce qu'il y a des pauvres gens qui sont écrasés. Mais elle, c'est une usurpatrice. Elle les arnaque. Elle en a rien à foutre du quotidien en vérité des Français. La seule chose qui l'intéresse, c'est faire prospérer son petit business. C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaît un responsable
intègre. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Mon programme présidentiel est un programme de libération nationale. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Mon programme présidentiel de libération nationale consiste donc d'abord dans la sortie de la France de l'Union européenne par l'application de l'article 50. Aux européennes, ils ne nous avaient pas vus venir. Ils ne nous ont pas vus venir lorsque j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle. Ils ne nous ont pas vus venir lorsque nous avons maintenant 569 parrainages. Ils ne nous voient toujours pas venir. Nous allons être la surprise, la surprise, la surprise, la surprise. Toute notre histoire nous rappelle que la France est le pays des hommes libres. France. Si j'ai consacré tant et tant et tant d'efforts depuis bientôt 10 ans, c'est par amour pour mon pauvre pays. C'est par respect pour toutes les générations qui l'ont bâti. C'est par respect pour des gens que j'ai aimés étant petit, des grands-parents, des grands-oncles et des grands-tantes, dont je garde le souvenir. C'est également par souci pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Pourquoi me faire confiance? C'est par la conviction que collectivement, nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. Je vous en prie, vous avez la parole. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir le souci démocratique et républicain d'inviter dans votre assistance celui qui est le candidat du Frexit. Puisque parmi les autres candidats, les 10 autres candidats proposent soit de rester dans l'Union européenne, soit de renégocier les traités avec des échéances que l'on ne connaît pas, avec des exigences que l'on connaît encore moins, et ceci se solderait, paraît-il, dans le meilleur des cas, par un référendum. Tout ceci se déroulant au moment même où la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines, et en particulier en matière d'agriculture. Il y avait 4 millions à peu près d'agriculteurs en France en 1960. On est tombé à 400 000. En gros, 90% des agriculteurs ont disparu. Si nous continuons sur ce chemin, à horizon d'une quinzaine d'années, on n'aura peut-être plus que 40 000 agriculteurs. Le débat donc de la sortie de l'Union européenne, même si effectivement il heurte de front les convictions de certains d'entre vous, me paraît devoir être posé. Et de toute façon, nous n'y échapperons pas. Regardez ce que vient de faire, ce que vient de décider ce grand peuple britannique, qui est tout sauf extrémiste. Qui peut dire que Mme Theresa May serait une extrémiste? Ce grand peuple britannique auquel nous devons depuis 800 ans
tous les combats sur le continent pour les libertés publiques et la démocratie. Il n'y a pas de sujet plus grave, et je l'aborde avec le plus grand souci de responsabilité, que celui que j'évoque devant vous. Il se trouve que j'ai de l'expérience. J'ai travaillé pendant 4 années dans des cabinets ministériels au plus haut niveau. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. En matière de commerce extérieur, j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, au Brésil, quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères. J'ai vu les allées du pouvoir. J'ai vu que nous sommes lancés dans une utopie qui ne marche pas, et d'ailleurs tous les responsables politiques français, une fois les portes capitonnées de leurs bureaux fermés, le savent et le disent, ça ne marche pas, nous sommes dans une impasse. Alors je voudrais avec vous égrener quelques-unes de ces impasses qui concernent directement l'agriculture. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit que la politique agricole commune a pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture. Si vous y réfléchissez un instant, c'est dément. Parce que l'on pourrait avoir un plan quinquennal qui ait pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture, bien sûr. Mais nous avons affaire à un traité qui peut durer des centaines d'années. Le traité d'Utrecht de 1713, qui a donné Gibraltar au Royaume-Uni, est toujours valable 204 ans après. Que dis-je 304 ans après. Donc si l'on a pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture, ça veut dire que l'objectif sous-jacent des traités européens, c'est d'avoir une agriculture qui soit plus productive en 2018 qu'en 2017, mais aussi en 2251 par rapport à 2250. En fait, le modèle sous-jacent est une course constante à l'augmentation de la productivité. Le modèle sous-jacent, c'est en fait les grandes plaines de l'Oklahoma ou de la Saskatchewan. C'est en fait nous imposer, par l'intermédiaire de la Commission européenne qui cache la copie, le traité transatlantique. C'est en fait la destruction de tout ce qui a été l'âme de la France, l'identité de la France et l'agriculture française, pour avoir au bout du compte une agro-industrie d'un côté et puis quelques bijoux, quelques joyaux bénéficiant d'appellations d'origine protégée, mais qui eux-mêmes sont menacés d'ailleurs, puisqu'en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est interdit d'avoir quelque restriction que ce soit aux échanges de mouvements de capitaux. Du coup, on assiste au rachat constamment par des fonds d'investissement américains, asiatiques, de certains de nos fleurons de l'agriculture française. Plusieurs dizaines de châteaux dans le Bordelais sont déjà passés dans des mains chinoises. Le château de Gevrey-Chambertin a été racheté par un propriétaire du casino à Macao. Le château de... Enfin, on a appris en avril 2016 qu'un fonds d'investissement chinois avait racheté 1700 hectares dans le Berry. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous gagnez au loto, vous voulez racheter par exemple quelques hectares du grand jardin du Longjingcha, du thé du Puy du Dragon, dans la ville de Hangzhou, les Chinois vous diront « meilleur ». Non. C'est d'ailleurs un problème plus général, c'est l'ouverture asymétrique des marchés qui fait qu'en fait, nous ne pouvons plus lutter par rapport à la déferlante des fonds d'investissement. La mondialisation n'est pas la même pour tout le monde. Je voudrais ajouter l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui oblige les États, et notamment la France, à privatiser de façon rampante les services publics et qui donc amène progressivement à la désertification des services publics en zone rurale, ce qui a un impact fondamental sur les ressorts et le mode de vie des agriculteurs. Je voudrais aussi ajouter l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui confie à la Commission européenne le pouvoir de publier des rapports sur les grandes orientations de politique économique. Et nous savons déjà à quelle sauce les Français vont être mangés en 2017 et en 2018. Tout est déjà fixé, de telle sorte que les élections en France sont devenues des théâtres d'ombre. Face à ça,
je vous propose, moi, en adulte et en responsable, de mettre tout sur la table et de sortir de l'Union européenne de façon sereine et juridique par l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que les Britanniques font justement en ce moment. Et je ne sors pas ça d'un chapeau, puisque ça fait 10 ans que je dis qu'il faut faire cela, et que pendant 10 ans j'ai été méconnu, sauf que maintenant notre mouvement politique est devenu le mouvement en plus forte croissance de France, avec 300 adhérents par jour. Nous avons actuellement un mouvement politique qui vous propose de sortir de l'Union européenne de façon sereine et juridique. Je voudrais à ce propos tout de suite répondre à une objection que vous avez sans doute à l'esprit. Quid de la politique agricole commune, puisque la France reçoit à peu près 9,1 milliards d'euros par an, ce qui est une somme tout à fait considérable, au bénéfice des agriculteurs. Et d'où vient cet argent? La Commission européenne ne crée pas d'argent. L'Union européenne est une pompe aspirante et refoulante d'argent. En fait, cet argent provient des Français. Nous versons chaque année, et je ne parle ici que des coûts directs, 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14, dont 9,1 sous forme de politique agricole commune, et dont le reste sert aux FEDER, aux régions, aux chercheurs, et d'ailleurs avec une demande constante de mettre partout le drapeau bleu aux étoiles d'or pour faire la promotion de cette procédure. Chaque année, ainsi, les Français versent 9 milliards d'euros au reste des pays de l'Union européenne, notamment les pays de l'Est. Nous versons chaque année, par exemple, sans que les Français s'en rendent compte, 250 millions d'euros à la Bulgarie, 250 millions d'euros à la Turquie dans le cadre des procédures d'accession. C'est dire que, sortant de l'Union européenne, je prends l'engagement solennel non seulement de maintenir les aides à nos agriculteurs, sauf que cette fois-ci, au lieu que ça sera frappé du drapeau bleu aux étoiles d'or, ça sera frappé du drapeau de la République française, mais je prends même un engagement supplémentaire, c'est de pouvoir rétablir la viabilité de l'agriculture familiale, par exemple en tant que de besoin, en rétablissant certaines protections, puisque, comme vous le savez, les agriculteurs familiaux sont mis en choc frontal avec des productions de pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture, et que si nous continuons comme ça, nous allons avoir la destruction finale de l'agriculture familiale française, comme je le disais. Alors bien sûr, je pourrais, comme vont le faire toutes les personnes qui vont se succéder à cette tribune et qui sont candidats, vous dire « il faut une autre Europe, je suis pour une Europe plus démocratique, je veux me battre pour l'agriculture dans un cadre européen ». Mais tout ceci ne sert à rien, parce que je vous dis, moi, la réalité de la situation telle qu'elle est et telle que nous devons la regarder. Je rappellerai en conclusion que l'article 5 de la Constitution... Monsieur Asselineau, si vous voulez bien, vous avez... Je termine en conclusion. Je vous en prie. L'article 5 de notre Constitution fixe au président de la République un devoir. Il est le garant de l'indépendance nationale. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous restez avec nous, évidemment. Alors, les questions qui m'arrivent et le lien, évidemment, direct avec le cœur de votre intervention, c'est le Frexit. C'est cette sortie, en effet, de l'Union européenne du côté du Conseil de l'agriculture française. Christiane Lambert. Une question. Alors peut-être, vous avez beaucoup parlé d'articles. L'article 2, chacun se débrouille comme il peut. Mais nous nous débrouillons quand même pas mal avec l'Europe aujourd'hui. 500 millions de consommateurs. Notre principale destination d'exportation, sans droit de douane. Vous n'avez pas cité un chiffre, l'agriculture apporte 10 milliards d'euros dans la balance commerciale. Si la France se replie, les pays se fermeront. Vous n'avez pas parlé de production et de revenus des agriculteurs, qu'en est-il par la vente de nos produits? François Asselineau. Alors, Madame la Présidente, sauf erreur, sortir de l'Union européenne ne veut pas dire devenir la Corée du Nord. Lorsque je m'exprime devant des assistances à Annemasse ou à Besançon, où l'on est à quelques kilomètres de la Suisse, pays qui n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro, personne ne peut imaginer un instant que sortir de l'Union européenne signifie se refermer, se couper du reste du monde. Qui peut croire d'ailleurs
que le Royaume-Uni, qui est une très grande puissance commerciale, ait décidé de se refermer sur le monde. Depuis d'ailleurs que les Britanniques ont voté en faveur du Brexit, le 23 juin de l'année dernière, toutes les prophéties apocalyptiques avaient été faites auparavant sur ce qui allait leur arriver. J'observe que d'une part, la livre sterling a baissé d'environ 10%, ce qui a redynamisé considérablement les exportations, parce que les produits britanniques se sont bien mieux vendus, et ce qui a permis de créer des emplois. Le taux de chômage est tombé à 4,6%, comparons avec ce qu'il existe en France. Si nous sortons de l'Union européenne, figurez-vous, je vais vous dire un secret, mais nos partenaires auront toujours envie d'acheter des vins de Bordeaux, d'acheter du champagne, d'acheter des fromages français, d'acheter du foie gras. Mais ils l'auront toujours envie. Et puis, il n'y a pas que, d'ailleurs, les partenaires de l'Union européenne. Où sont nos grands marchés à l'exportation maintenant, par exemple, pour les alcools? Sinon, justement, maintenant, les grands pays d'Asie, la Chine, le Japon, Hong Kong, que je connais parfaitement. Où sont les grands marchés de demain en matière de céréales, sinon les pays d'Afrique du Nord et les pays du Sahel? Nous avons donc... François Asselineau, la dynamique des questions fait que Michel Prug je voudrais vous relancer sur ce point. Vous avez répondu sur la première question. Michel Prug. Oui, alors pour moi, c'est le candidat, un autre type de question. Cette construction de l'Europe a permis d'avoir sur notre continent la paix. Et cette paix, ou la paix d'une manière générale, est construite par le fait que les gens apprennent à se connaître. Et donc le fait de pouvoir se déplacer au travers des frontières, je pense en particulier à nos jeunes, alors effectivement, ce n'est pas l'ensemble de nos populations qui ont la chance de pouvoir le faire, mais facilité d'échange qu'on a sur notre continent est quelque chose qui permet de se connaître, de refuser, je dirais, les affrontements stériles, et donc derrière la paix. Nous avons un sujet qui est l'économie, qui ne fonctionne pas correctement, beaucoup de gens s'en sont plaints sur le plan agricole, mais est-ce que le Frexit n'est pas un handicap pour le futur et, je dirais, la rencontre des peuples et la création d'un avenir commun? François Asselineau. Je vous remercie de cette question qui, je trouve, très judicieuse, si vous me le permettez. Moi, j'ai vécu au Japon, je parle le japonais, je suis allé dans 85 pays du monde et je suis passionné par le monde extérieur. Je rappelle que sortir de l'Union européenne n'a rien à voir avec sortir ou non de l'espace Schengen, ce que je ne propose pas dans mon programme et ce que nous soumettrons, si je suis élu, par référendum au peuple français. Il est, encore une fois, il faut sortir de sa tête l'idée que sortir de l'Union européenne serait se refermer sur le monde. Est-ce que les Suisses sont bloqués chez eux? En matière de paix, je me permets d'insister sur le fait que l'article 42 du traité de l'Union européenne place la diplomatie et la sécurité de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Et nous en avons vu les conséquences sur l'agriculture française, puisque la France, n'étant plus maîtresse de ses grands choix diplomatiques, a été obligée d'embrayer, d'emboîter le pas des États-Unis d'Amérique contre la Russie au sujet de l'Ukraine. Le résultat, vous le savez, c'est que la France a participé à une politique de sanctions à l'égard de la Russie, que d'ailleurs l'ancien et le défunt président de la FNSEA avait stigmatisé lui-même en disant que ça coûtait 1 milliard d'euros de contre-sanctions de la Russie à l'égard des productions agricoles françaises. Sauf erreur de ma part, parce que les Russes ont décidé de supprimer les importations de produits agricoles en provenance de l'Union européenne. Ils ont notamment mis un terme à l'importation de produits porcins venant de Pologne, que ces produits porcins sont ensuite réorientés vers l'Europe de l'Ouest et que tout ceci se traduit par une chute du produit du porc au marché au cadran appelé vin. Et c'est ceci qui explique qu'en matière d'élevage, par exemple, parce que tout se tient dans le monde d'aujourd'hui, parce que la France participe à des conflits ou à des oppositions diplomatiques qui ne sont pas les siennes, eh bien nous avons affaire donc à des gros problèmes en matière d'élevage. Alors, Monsieur Asselineau, il nous reste 8 minutes pour votre intervention. 2 questions viennent de la salle. D'abord, est-ce que vous pensez que la loi de modernisation de l'économie, la loi récente, a fait du bien aux agriculteurs? Et puis, puisque vous avez évoqué la Chine, question qui vient sur les Chinois précisément, le Berry, c'est 1700 hectares, achat de terre, tente d'installer des pseudo-agriculteurs. Quelles mesures prévoyez-vous pour maintenir le modèle agricole français? Voilà ces 2 questions, je vous en prie.
Alors, la loi de modernisation de l'agriculture, moi, vous savez, les lois El Khomri, les lois Macron, tout ceci sont en fait des présentations qui sont faites au peuple français. Vous avez exactement les mêmes lois en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie, qui sont prises sous l'influence, exactement sous les directives de la Commission européenne. Je renvoie, je l'évoquais tout à l'heure, au rapport sur les grandes orientations de politique économique qui sont prises par la Commission européenne après décision formelle du Conseil, et dont le dernier a été pris le 18 mai 2016 et qui vaut jusqu'à la fin de 2017. Moi, je ne considère pas personnellement que tout ceci soit favorable aux agriculteurs, puisque ce sont des cautères sur des jambes de bois. Ce que veulent les Français, ça me permettra de répondre en même temps à la deuxième question. Il y a une formidable demande des Français pour avoir des produits de qualité, pour avoir une agriculture biologique, ou sinon biologique, une agriculture raisonnée, pour avoir une agriculture qui soit respectueuse des terroirs, des identités, pour avoir une agriculture qui respecte certains cycles naturels. Tout ceci entre en choc frontal avec les objectifs fixés par les traités européens d'une agriculture hyper-productiviste. Et je voudrais ici rappeler qu'il est impossible de renégocier les traités, puisque les traités sont une sédimentation depuis 60 ans de compromis entre des intérêts nationaux de plus en plus nombreux, 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28, et que désormais, changer une virgule est un tour de force. Il faudrait, pour changer les traités, obtenir l'accord unanime de 28 États, bientôt 27 lorsque le Royaume-Uni ne sera plus là, et ensuite de 27 peuples sous forme de vote au Parlement ou de référendum, c'est le cas en Irlande, ça voudrait dire 56 accords unanimes. Donc nous ne pouvons pas changer les traités européens. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La seule possibilité d'avoir une politique nationale agricole, comme je le propose dans mon programme, qui permet de casser la baisse du nombre d'agriculteurs, même de favoriser le retour à la terre d'un certain nombre de jeunes agriculteurs, de favoriser une agriculture raisonnée, raisonnable, de favoriser aussi des productions locales, de n'autoriser en définitive les importations pour des produits que lorsque l'on ne peut pas les produire sur le sol national, d'avoir pour objectif aussi l'autosuffisance alimentaire, parce que c'est un sujet fondamental pour assurer l'indépendance nationale. Eh bien, tout ceci nécessite en effet que la France, sereinement, juridiquement, en parfaite harmonie avec ses voisins, reprenne les manettes et reprenne le pouvoir. En fait, il faut tout simplement que la France soit la France, c'est-à-dire étymologiquement le pays des hommes libres. Alors, question, vous avez en partie répondu à ces deux questions. Vous voyez, une question qui revient sur votre proposition initiale. Doit-on vivre en autarcie s'il n'y a plus de marché commun? Mais encore une fois, je comprends bien que cette question se pose, puisque malheureusement, les idées que je développe ont très peu accès, c'est le moins que l'on puisse dire, aux grands médias, et qu'il n'y a pas de débat. Au passage, d'ailleurs, je remarque que lorsque TF1 a organisé un débat, j'en étais écarté, et TF1 a excipé du fait que c'était trop difficile de faire débattre 11 personnes. Mais non d'une pipe, s'il est trop difficile de faire débattre 11 personnes, comment peut-on faire débattre 28 États dans une Commission européenne? Il ne s'agit pas de vivre en autarcie. Est-ce que la Norvège, est-ce que la Suisse vivent en autarcie? Ils n'ont pas les mêmes droits de douane que nous. Mais bien sûr, mais nous aurons à renégocier. Mais encore une fois, c'est une négociation donnant-donnant. Je rappelle que Mme May, depuis que le Brexit a été voté, Mme May a été assaillie de demandes de traités, de demandes de propositions de traités de commerce par des pays extra-européens, notamment par la Chine, la Corée, l'Inde, l'Australie. Nous ne sommes pas seuls au monde. La France doit viser à l'universel. La France n'est pas un tout petit pays, la France est un grand pays. Je prends l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est 42 000 km². Nous sommes quand même la 5e puissance économique mondiale. Nous avons un poids spécifique. Qui peut croire un instant que nos voisins prendraient des mesures de rétorsion et augmenteraient de façon considérable les droits de douane sur nos produits agricoles, par exemple? La réponse est non. Ce que je vois en revanche, moi, arriver, si nous restons dans l'Union européenne, c'est le TAFTA, avec un abaissement des droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique,
Ça veut dire très simplement que le droit de douane sur les produits agricoles moyens est de 13% pour l'Union européenne, de 6% pour les États-Unis. Et si l'on fait baisser de part et d'autre à 0%, ça donnera un gain immédiat de compétitivité aux productions agricoles américaines de 7%. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Vous avez, Monsieur Asselineau, encore un peu moins de 2 minutes. Je vous propose de conclure en vous remerciant. Merci pour votre souci démocratique. Je crois que ce qui est important en France, c'est qu'il y ait des débats de fond. Or, les débats de fond ne plaisent pas à ceux qui pilotent toutes ces opérations. Je vois d'ailleurs qu'il va y avoir un débat le 4 où il y aura 11, mais déjà pour le 20, ceux que l'on appelle les grands candidats, qui ne sont grands, je ne sais pas très bien par quoi, si ce n'est que peut-être par les affaires judiciaires qu'ils ont sur le dos. Mais moi, je suis un grand candidat par la connaissance de mes dossiers, je suis un grand candidat par mon expérience professionnelle, parce que moi, je sais de quoi je parle. Je parle d'ailleurs sans note. Vous verrez si les successeurs parlent sans note. Je vois d'ailleurs que certains ne sont pas venus, ont préféré jouer les filles de l'air. Je note d'ailleurs que le débat du vin, paraît-il, a du plomb dans l'aile. Il n'y a pas de débat de fond. Je suis là pour imposer un débat de fond, parce que de toute façon, la question de l'Union européenne se pose. Le principal cabinet d'intelligence économique américain, Stratfor, au début de cette année, a dit de toute façon l'Union européenne va exploser. C'est donc faire preuve de sens des responsabilités. Et malheureusement, nous n'avons pas parlé ici du problème de l'euro. C'est faire preuve de sens des responsabilités que de dire ce que je dis, parce que je voudrais citer peut-être en conclusion Jean-Jacques Rousseau qui disait « Les idées générales sont les sources des plus grandes erreurs des hommes. » Vive la République et vive la France. Je pense qu'on est dans un moment historique. La commune, la France ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Vive Brexit. Le Frexit serait une révolution française des temps modernes. Merci François Asselineau. Pour aller au fond des choses. Quelqu'un qui ne me prend pas pour un imbécile. Le monde entier est en train de regarder la France, qui est un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Notre langue est si belle et si riche. N'ayons plus peur et reprenons notre indépendance. Vive l'UPR. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. Rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales.